Donc, bienvenue, chers téléspectateurs, à cette deuxième partie de notre émission. Donc, d'après le président de la République, M. Tebboune, le projet de Raj Bilad, c'est un rêve que personne ne croyait possible. Le rêve de toutes des générations depuis 62, il a réussi à le réaliser. On me dit qu'on est rejoint avec grand plaisir par M. Jamal Ghessoum, analyste politique à partir de Paris. M. Jamal, marhaba bik à Zoul, et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. السلام عليكم ورحمة الله وألف شكر على هذه الاستضافة. Merci beaucoup. Super. Monsieur Ghessoum, je vais commencer avec vous si vous me permettez. J'ai une petite question. Publiquement et médiatiquement, c'est un projet gigantesque, c'est un projet du siècle et le pouvoir a fait tout ce qu'il peut pour essayer de convaincre la population de ce projet. Est-ce que vous comprenez ceux qui disent comme qu'il y a toujours cette réticence, ce doute dans les cœurs des Algériens par rapport à ce projet? Il y a beaucoup de zones d'ombre, il y a beaucoup de questions sans réponse. Est-ce que vous considérez que ces questions, ces zones d'ombre existent et que le pouvoir ne réussit pas à les dissimuler devant l'opinion publique? Alors moi, ce que j'aimerais dire par rapport à ça, c'est que le peuple algérien, lui, ne se pose pas forcément de questions parce qu'il ne détient pas les clés de compréhension sur un tel projet. Par contre, il y a deux questionnements que nous devons soulever. La première est: pourquoi est-ce que ce projet n'a pas été entamé depuis 1973-1974? Il y a eu plusieurs présidents. Était-il aussi, je dirais, peu emprunt à exploiter ce gisement qui est considéré comme l'un des plus grands au monde? Ça, c'est la première des questions. Et la deuxième question que je voudrais soulever, c'est que lorsque un expert en la matière a parlé de ce projet dans des termes qui étaient respectueux, mais qui étaient, selon ses connaissances, faisait état d'un projet qui n'était pas viable au sens économique. Pourquoi se retrouve-t-il en prison? Et donc, il y a, au-delà de la question du peuple algérien, ces deux questions que moi je soulève et me dire pourquoi est-ce qu'on incarcère quelqu'un qui donne un avis sur de la chimie. On va réécouter M. Djelloul Slama ce qu'il avait dit sur ce projet et je reviens à vous, M. Ghessoum. شخص أحبه وأقدره لكن قراءته ليست واقعية. الاقتصاد الكلي كما يقرأه السيد الوزير بفخر بأرقام خيالية في تركيب الميزانية، تقريبا نصفها حتى لا أقول أكثر من نصفها غير واقعي. بيان مينيري شباب كاليتي نتاعو 0,002% de phosphore يسوى $100. Le minerai de Raj Bilad, il est à 0,8% de phosphore. Donc, il est de beaucoup moindre qualité. Qui يدخل le marché mondial, automatiquement, il est amputé d'environ $25. 20 à $25. إذا أنت تواصل في تسيير اقتصاد صحيح أرقام غير مفبركة، لكن مواصلة النموذج الاقتصادي الريعي. Nous sommes dans la continuité du modèle économique exclusivement basé sur le pétrole. C'est un modèle rentier, donc réi. On produit 2200 actuellement. Moi, je peux dire facilement, je produis 5000. Je vais agrandir. 5000 par $80. Somme totale, 65 millions de dollars par an. 65 millions de dollars par an. Ça fait 3,5 milliards de dollars. باش ترونتابيليزيها تحتاج 50 سنة pour ne pas dire 60. نحن على مسؤوليتي أقول قد وصلنا إلى حد ما قد يعطيه هذا المنظوم. Nous sommes à la limite de capacité de ce que peut donner un système économique pareil. Nous sommes quasiment à la limite. كشخص. Monsieur Ghessoum, il faut rappeler comme quoi cet expert, hein, il n'a pas parlé de l'étranger. Il n'était pas invité à Al-Maghrébien, il était invité dans des plateaux algériens. En Algérie, on a, bien sûr, les plateaux, on aurait pu ramener plein d'experts pour contredire ce que vient de dire M. Djelloul. Pourquoi arriver à l'arrêter et à donner cette image au monde, hein, parce qu'on arrête un expert à cause de ses analyses, ou même pour les Algériens, vous posez des questions à ce sujet. Pourquoi ils se mettent dans cet embarras? Pourquoi se mettre dans cette situation? Et moi, je ne comprends absolument pas. Qu'est-ce qu'a dit ce monsieur
qui serait de l'ordre du subversif, qui serait de l'ordre de l'insulte, pour arriver à l'arrêter. Tout ce qu'il dit relève d'une question d'ordre chimique. Vous comprenez que on peut être incarcéré si on parle de chimie, ça n'a absolument aucun sens. Au lieu d'écouter les différents avis des experts, on l'incarcère. Moi, je ne comprends absolument pas. Je serai normalement, Inch'Allah, la semaine prochaine à Alger. Je vais essayer de me renseigner plus encore parce que ça n'a absolument aucun sens. Ce qui veut dire, quelque part, et je le dis de la manière la plus claire, c'est que ce projet me semble plus emprunter une voie politique qu'économique. Et de ce point de vue, effectivement, ce qu'il dit contredit et contrecarre ce que pourrait être un projet politique plutôt qu'un projet économique. Mais c'est l'État qui en aurait fait au conditionnel un projet politique, ce n'est pas lui. Lui, c'est un expert dans son domaine. Au lieu de s'appuyer sur ses expertises, on leur pose des problèmes. Je peux vous assurer que je n'y comprends absolument rien. Ça ne va pas encourager les autres, puisque la main tendue de Tebboune pour ceux qui vivent en étranger de rentrer, de créer un débat en Algérie. Ça, c'est autre chose. Ça ne va pas encourager les gens à rentrer chez eux. Hein. Le débat, à mon avis, hein, on va être clair là-dessus, c'est pas demain la veille qu'il y aura des débats. Maintenant, sur la main tendue, non pas aux Harraga qui sont partis pour des questions sociales, parce que il aurait fallu que le président Tebboune, dans son appel, il inclue une réponse sociale et donc une réponse sur la raison pour laquelle ils sont partis. Il fait que dire smah biletna. En gros, c'est ça. Ça n'a pas de sens. En ce qui concerne les, entre parenthèses, opposants politiques qui voudraient rentrer en Algérie, moi je leur dis, hein, moi j'ai confiance en l'État. Sultan wa Dawla, c'est pas la même chose. Moi j'ai confiance en l'État algérien pour les personnes qui voudraient rentrer et qui ont envie de revoir leur famille, etc. Ils peuvent y aller en toute confiance. Mais pour le Harraga, ils ne rentreront pas. Mais je dis au président de la République, n'arrêtez pas les experts, on en a besoin. Très bien, très bien. Monsieur Temim Yazid, à défaut de convaincre la population, on arrête ceux qui contredisent leur déclaration. C'est ça la situation en Algérie. On n'arrête pas à convaincre les gens. C'est un peu difficile de les convaincre avec le plateau existant en Algérie. Mais ceux qui osent dire un petit peu des contradictions par rapport à ce qu'ils disent, voilà, on les arrête. En plus, c'est une arrestation bizarre, hein, parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'il est vraiment arrêté. C'est une sorte de kidnapping. Là, sa famille le cherche toujours. Et officiellement, il n'y a ni confirmation ni infirmation de son arrestation. Monsieur Temmi. C'est ça qui est très dur quand on cherche quelqu'un et on ne sait pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Donc, maintenant, je reviens sur ce qui vient d'expliquer Guissoum. On ne comprend rien de cette politique à deux doigts qui est en train de se réaliser en Algérie. Bien sûr, par tous les moyens de couvrir les erreurs, les échecs, les défauts, etc., ils essayent de trouver un projet fantasmé, un projet qui est carrément imaginaire. Donc, et en même temps, pour enrichir leur porte-monnaie. Donc, pour moi, c'est tout un scénario de projet de corruption. Ils veulent masquer leur corruption par certains projets, peut-être qui seront pas réalisables, qui ne seront pas arrivés à leur terme, qui ne seront pas arrivés à vraiment à bout. Donc automatiquement, ils essayent d'endormir un petit peu la population algérienne, toujours revenir au mot de légitimité, se légitimer. Mais en même temps, monsieur Temim, si on revient, monsieur, à cette arrestation, à ce kidnapping, ou c'est pas ça, la disparition, si je peux dire, de monsieur Djeloul Slama, ça n'encourage pas, je ne parle pas que des opposants, je parle même de... Parce que Djeloul Slama, il n'est pas connu en tant qu'opposant. Hein. Maintenant, ceux qui veulent investir en Algérie, ou peut-être si que revenir en Algérie pour y vivre, ils vont avoir peur parce que demain, s'ils ont un petit avis qui est contre au pouvoir, ils peuvent se retrouver emprisonnés. Tout à fait, ça n'encourage pas les experts qui veulent faire avancer le pays dans le bon développement. Ça n'encourage pas les investisseurs qui veulent y aller s'installer en Algérie.
les franco-algériens, ou peu importe l'origine de la personne, de la personnalité qui veut y aller s'installer, y aller investir en Algérie. Automatiquement, bien sûr, à chaque fois qu'on touche à leur calendrier politique calculé pour leur bien personnel, eh ben, automatiquement, on met les personnes en prison. Même ce monsieur Gssoum, demain, il dit qu'il va y aller en Algérie. Il suffit qu'il touche un petit peu au chemin du calendrier qu'ils ont calculé, qu'ils ont tracé. Ma parole qu'il ne reviendra pas ici en France. On l'espère pas, on l'espère du tout pas, Inch'Allah. Non, mais ça c'est pour lui dire, parce qu'on l'a déjà vu, il l'a vu, tout le monde l'a vu. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Monsieur Djamal, vous voulez ajouter un petit peu à ce qu'il a dit, M. Tamim? Oui, d'ailleurs, j'ai manqué à mes devoirs et je m'en excuse. Je salue les deux invités ici présents. J'ai manqué à mon devoir. Oui, par rapport à cela, vous savez, il y a des contradictions parfois, Monsieur Tamim, qui s'expliquent difficilement. Vous savez, je ne suis pas tendre avec l'État algérien, pas avec l'État en tant que tel. Et il m'arrive de dire des choses qui vont à contresens complet du projet politique en Algérie, contradictoirement lorsque je vais en Algérie, et d'ailleurs je vais aller m'installer à Ouadsouf et je vais négocier avec Tekla, ça sera beaucoup plus facile. Mais quand je vais en Algérie, je peux vous assurer, Monsieur Tamim, que je suis reçu avec pratiquement le tapis rouge. Et non, mais franchement, Monsieur Gssoum, est-ce qu'il n'y a pas une petite appréhension? Peut-être qu'il va dépasser la ligne parce qu'il y a toujours des lignes rouges. Peut-être on va te laisser dire ce que tu veux, mais dès que tu vas dépasser la ligne rouge, il y aura des conséquences. Tu fais attention à cette ligne rouge, honnêtement. Non. Alors honnêtement, je sais là où il ne faut pas aller, mais sur la manière de l'expression, j'ai appelé à voter contre Tebboune au mois d'août sur ce plateau en direct de Ouadsouf. Donc je sais, je connais les limites, mais cela ne m'empêche pas de m'exprimer. Pourtant, je peux vous assurer que je suis presque reçu, presque avec le tapis rouge, et pourtant, quand j'ai quelque chose à dire et qui ne va pas, je le dis sur le projet, on va dire politique de Garaj Bilad, je le dis sur plein de choses, et pourtant, je suis très apprécié en Algérie, et même ma propre mère. Allez, je vous fais une confidence. Ma propre mère me dit, arrête de parler comme tu parles de l'Algérie. Maintenant, je vais continuer à parler. Monsieur Geloum, vous avez raison. Salim n'est pas du tout politique. Moi, je suis politique, mais je continuerai à dire ce que j'ai à dire sans insulte, et je ne serai pas un extrémiste complètement à droite ou complètement à gauche. Très bien, mais vous êtes d'accord que M. Djeloul n'a ni insulté, ni peut-être... Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Très bien. Monsieur Azouach Chemrouk, je reviens à vous. Encore une fois, je pense que le pouvoir, il a des difficultés à essayer de faire passer, si je peux dire, ce projet aux Algériens, à un point où il arrive, c'est difficile de le dire, mais ils arrivent à mentir publiquement devant tout le monde. Je dis ça parce que je l'assume, je sais pourquoi je dis ça. Je vous donne un exemple, M. Azouach Chemrouk, par rapport à ces articles des médias américains. On les a vus sur les plateaux, sur la télévision algérienne, sur l'APS, l'organe officiel algérien. On vous montre un petit exemple, puisqu'ils ont parlé de plusieurs sites. Je crois qu'ils ont parlé de Wall Street Journal, ils ont parlé d'autres sites. Je vous donne l'exemple de Wall Street Journal, ce qu'ils ont dit à la télévision algérienne. On l'écoute. حين تتحول الأرض إلى قوة لا يرقد الحديد في باطن الأرض صامتا بل ينهض كمشروع سيادي يعيد رسم ملامح الاقتصاد الوطني. منجم جارج بيلات يتحول إلى حدث اقتصادي استراتيجي ببعد عالمي يستقطب اهتمام الصحافة الدولية ومراكز التحليل المختصة في الطاقة والمعادن. تصف التقارير الأمريكية منجم جارج بيلات بالعملاق النائم الذي ظل خامدا لمدة 70 عاما، وصفة المشروع بأجرأ خطوة اقتصادية في البلاد. وول ستريت جورنال رأت أن مشروع جارج بيلات يمنح الجزائر ميزة تنافسية كبرى تجاه أوروبا بفضل القرب الجغرافي وتكاليف الشحن المنخفضة. Mais je dis ça avec amertume, parce que c'est vraiment malheureux
de voir de pareils reportages sur l'INTV au moment où c'est parce qu'ils nous prennent pour des idiots, peut-être ils nous prennent pour... On ne comprend pas. Quiconque, M. Gussoum ou Tamim ou vous-même, M. Azwa, vous pouvez aller sur le net et consulter ce Wall Street Journal, Bloomberg, les autres sites dont ils ont cités, pour vérifier ce que ça c'est vrai. Ils ont publié des articles sur ce projet. Moi, je me suis amusé sur ChatGPT. J'ai demandé est-ce que vraiment Wall Street Journal a vraiment parlé de ce projet. On va essayer d'écouter le ChatGPT, ce qu'il m'a répondu. Le Wall Street Journal a-t-il dit quelque chose à propos de Gara Jubilet en Algérie? Réponse courte et claire, non. À ce jour, le 31 janvier 2026, le Wall Street Journal n'a pas publié d'article identifiable, direct ou vérifiable sur Gara Jubilet en Algérie. Détails importants, aucune publication trouvée sur wsj.com mentionnant explicitement Gara Jubilet. Aucune enquête, analyse ou reportage dédié du Wall Street Journal sur ce projet minier. Certaines affirmations circulent dans des sources secondaires disant que le Wall Street Journal en aurait parlé, mais sans lien, citation officielle ni preuve directe provenant du journal. Conclusion. Il n'existe pas de couverture confirmée du Wall Street Journal sur Gara Jubilet. Les mentions attribuées au Wall Street Journal viennent d'interprétations ou de reprises indirectes, pas d'article du journal lui-même. Tu peux faire des feux d'artifice, tu peux faire ramener quelques citoyens pour te saluer pendant ta visite, mais quand même, c'est quoi? Ils sont tellement désespérés qu'ils arrivent à ce niveau, à ce mensonge clair. Hein. Comment expliquer cette pratique, M. Azwa? Tout d'abord, je tiens à saluer M. Jamal Gussoum. Et puis, avant de répondre à votre question à Salim, juste quelques remarques par rapport à ce qu'il avait dit tout à l'heure. C'est-à-dire que, notamment par rapport à ses positions à l'égard du pouvoir algérien, bon, il n'ose pas le dire, mais je le comprends. C'est-à-dire que il dit qu'il ne comprend pas, mais en réalité, c'est juste un euphémisme ou une manière de dire que c'est une dictature, mais il n'ose pas le dire parce qu'il les a défendus à un moment donné il a défendu à un moment donné le Tebboune. Donc, comme il peut pas le dire, il peut pas dire que il défendait une dictature, donc je le comprends. Et puis, comme il a dit qu'il se rendait en Algérie, donc je pense qu'il doit faire attention par rapport à ce qu'il dit, parce que le pouvoir algérien, et je le dis et je l'assume, le pouvoir algérien est ingrat, notamment contrairement à celui de Bouteflika, le pouvoir de Tebboune est hautement ingrat. Et on n'a qu'à voir le sort qui a réservé à ses plus proches collaborateurs, des généraux, des ministres, des premiers ministres. Je tiens juste à le rappeler que le premier ministre, l'ancien premier ministre Al-Arbaoui est sous ESTN, donc il ne peut pas quitter le territoire algérien. Pour vous dire que le sort que réserve Tebboune, même à ses plus proches collaborateurs qui l'ont servi pendant des années. Alors là, un militant ou un Algérien qui le sert peut-être de loin, qui le sert peut-être sur les plateaux. Donc, ils n'ont aucune gêne à emprisonner tout le monde du moment qu'ils vont à l'encontre de ce que veut le dieu du moment, c'est-à-dire Tebboune. C'est un conseil. Je pense que c'est vraiment révélateur de la dictatorisation et la totalitarisation dans laquelle sombre le pouvoir algérien. C'est-à-dire qu'on n'a aucune vraiment marge de manœuvre de critiquer ce pouvoir, même sur les éléments les plus subtils, les éléments les plus évidents que tout le monde peut voir. Donc vraiment, il faut faire attention à ça. Après, par rapport à votre question aux médias américains. Vous savez, il faut qu'on le rappelle, on l'a dit tout à l'heure en langue kabyle, et on va le rappeler en langue française, c'est que
l'origine de ce mensonge orchestré, organisé, c'est un post Facebook d'un ancien journaliste de l'NTV qui s'appelle Mourad Chebine, qui a fait un post sur Facebook. Donc il a exposé un peu ce qu'il pensait de ce projet avec ses éléments à lui. Donc. Et la presse algérienne, à sa tête l'APS, sous la direction de la direction générale de la communication au sein de la présidence, ils ont justement diffusé ce message-là, en s'appuyant d'ailleurs, si vous voyez le reportage que vous venez de passer à Salim, c'est du copier-coller, c'est exactement du copier-coller du post Facebook de Mourad Chebine. Donc il n'a, pour vous dire la déliquescence, pour vous dire le manque de professionnalisme, un point qu'on ne peut pas imaginer de la part de ces journalistes. Moi, je les appelle les folliculaires parce qu'en réalité, ils ont copié-collé un travail peut-être qui ne s'est même pas appuyé sur des sources. D'ailleurs, il n'y en a aucune source, je vous l'avais montré tout à l'heure. Donc, ils ont copié-collé un travail qui a été diffusé sans même vérifier la véracité et l'origine des sources, pour vous dire à quel point ce pouvoir est sombre dans la médiocrité, sombre dans le mensonge. Et ce n'est pas étonnant de la part de ce pouvoir. Après, il peut y avoir une partie de vérité dans tout. Vous savez, il y a toujours, dans des informations, il peut y avoir, ça veut dire 100% de faux, mais parfois il peut y avoir une part de vérité qu'on essaie de travestir, d'embellir pour la vendre comme un mensonge qui passe comme une lettre à la poste. Le projet de Garage Bilet, effectivement, c'est un géant. Effectivement, c'est un gisement, je pense que c'est le deuxième ou le troisième gisement de minerais au monde. Ça, c'est une vérité. Mais le problème ici, ce qui est mis en question, en cause, ce n'est pas le gisement lui-même ou le potentiel de ce gisement, mais c'est la rentabilité de ce gisement à l'état actuel. D'ailleurs, moi, les études auxquelles j'ai eu accès à travers justement certains journalistes ou même les déclarations de M. Slama qui a été emprisonné à cause de ça, il n'a pas remis en cause le gisement lui-même. Il a remis en cause, c'est-à-dire la gestion et en l'état actuel, c'est-à-dire des travaux. Il a dit textuellement, il a dit si on s'arrêtait là, ça veut dire que là, on l'extrait, on le vend en l'état, ce n'est pas rentable, ou si on doit attendre une rentabilité, il faut attendre 50 à 60 ans. Mais lui, il a proposé d'ailleurs, il a dit, il faut y aller beaucoup plus loin que ça pour espérer une rentabilité dans quelques années. Donc peut-être pour essayer d'écourter un peu le délai de rentabilisation de ce projet. Ça veut dire d'aller dans le sens de déphosphoration de ce minerai-là pour espérer une vente, c'est-à-dire une vente à un prix beaucoup plus important pour espérer une rentabilité par rapport à ça. Donc il faut débourser. Donc dépenser de l'argent dans les investissements de tout ce qui est déphosphoration, de tout ce qui est traitement de ce fer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on s'arrête pas à l'extraction en brut et le revendre en brut, un peu ce qu'on fait avec le pétrole, mais on va c'est-à-dire le transformer, le traiter, le transformer vers d'autres minerais ou vers d'autres formes, pour pouvoir le vendre plus cher et espérer une rentabilité. Donc c'est juste ce qu'il a dit. Il n'a pas remis en question. Donc, il y a toujours une partie de vérité, mais le pouvoir algérien, aujourd'hui, il y a une forme, parce qu'on est dans un système totalitaire. On est à la soviétique. Dans un système totalitaire, c'est-à-dire que tout doit correspondre à ce que le Dieu veut. Et le Dieu du moment, c'est Tebboune, exactement. Et les gens le prennent pour Dieu. Donc, je le dis, je l'assume parce que c'est la réalité des choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas contredire le Dieu du moment, c'est-à-dire Tebboune. Très bien. Et la différence entre Bouteflika et Tebboune, c'est ça. C'est que le Tebboune, il a réussi à réunir tous les défauts des autres présidents avec cette totalitarisation. C'est-à-dire que tout le monde doit y aller dans le sens de Tebboune, même si ce n'est pas vrai ce qu'il dit. Très bien. Monsieur Djemal Ghessoum, je reviens à vous. Peut-être une question directe. Vous avez entendu Monsieur Azor Chemourouk. C'est pratique. Vous posez des questions. Vous avez le droit de poser des questions. Pourquoi
on emprisonne un expert parce que il a parlé, il a dit son avis, son expertise. En plus, c'est une autre question. Pourquoi on arrive à ces pratiques mensongères, les médias qui utilisent des sources qui n'existent pas? Est-ce que ça, on peut l'appeler comme dictature? Est-ce que c'est les pratiques d'une dictature en la Corée du Sud, la Corée du Nord plutôt, c'est pas à Cuba ou c'est pas en Russie? Est-ce que c'est les mêmes pratiques? Est-ce qu'on peut les décrire comme quoi c'est des pratiques d'une dictature, d'emprisonner un expert parce qu'il a dit son avis, de manipuler les médias pour passer un message mensonger? Est-ce qu'on peut les trouver dans des démocraties ou des pays qui sont gérés normalement? D'abord, il convient de définir ce que c'est qu'une démocratie aujourd'hui. Il convient de définir cette définition. Non, mais on laisse taper la démocratie, on va revenir à la dictature. Non, la dictature. Non, mais oui, mais le contraire de la dictature, c'est la démocratie. Le contraire de la démocratie, c'est la dictature. Donc, vous parlez de démocratie. Lorsque, en France, on est incarcéré parce qu'on soutient la souffrance du peuple palestinien, emprisonné, est-ce que ça, ce n'est pas de la dictature? Est-ce que quand un pays comme les États-Unis enlève un président d'un pays souverain, ce n'est pas de la dictature? Et comme ça, je peux vous en... C'est inacceptable. Bien sûr, je ne crois pas qu'il y a deux personnes qui vont accepter ces pratiques. C'est inacceptable. Ça ne fait pas partie de la démocratie. Mais vous parlez de Cuba. Pas besoin d'aller à Cuba. Pas besoin d'aller à Cuba. En France, moi je suis né en France, 58 ans, donc on ne va pas m'apprendre ce que c'est que la France dans son acte politique et démocratique depuis plus de 55 ans. Donc ça, c'est une chose qui est claire. Ensuite, je voudrais revenir à mon cher frère Azouao qui parle de dictature. Vous savez, on a chacun notre définition. Vous savez où est-ce que je me sens le mieux au monde? Je voyage aux États-Unis, un peu partout dans le monde. Je me sens le mieux quand j'atterris à Alger ou à Ouadsouf. Et je me sens revivre. Alors, si c'est parce que c'est une dictature, j'assume moi-même d'être un dictateur. La question de la démocratie ne se pose plus dans les termes qu'il y avait avant, ou quand on parlait de soviétisme, c'est ce que dit le frère Azouao. Moi, quand je critique l'Algérie, je me permets de la critiquer sur le sol algérien. Et donc, à partir d'Algérie, je dis ce que j'ai à dire. Je ne me limite pas en fonction du risque qu'il peut y avoir. Azouao dit, par exemple, il a soutenu le régime, etc. J'ai dit plus d'une dizaine de fois sur ce plateau, je ne vais pas encore le refaire aujourd'hui, que j'ai soutenu le président Tebboune de 2020 à 2023, 31 août 2023, je vous le date au carbone 14. Parce que j'ai arrêté de le soutenir pour un projet de loi, je ne vais pas revenir là-dessus, sur les médias, considérant nous, franco-algériens, comme étant des indigènes de la République. Et j'ai dit au président de la République, d'ailleurs, j'ai été lui déposer un courrier à El Mouradia en lui disant, retirez-moi la nationalité si je suis un indigène. Donc, sur le sol algérien, je dis ce que j'ai à dire, que M. Azouao ne me la ramène pas à la dictature, à la démocratie. Il n'existe plus aucun pays au monde qui réponde aux standards démocratiques tels qu'on l'a compris, en tout cas à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est facile de cataloguer la dictature. En tout cas, s'il y a un pays où je me sens le mieux au monde, où j'ai le sourire quand j'ai atterri et j'ai les larmes quand je reviens en Algérie, c'est quand j'atterris en Algérie. C'est le meilleur pays du monde. Inch'Allah, on sera tous autorisés, je peux dire, à entrer chez nous. Même si je reviens toujours cet exemple des médias algériens, l'exemple des médias américains. Comment vous expliquez c'est une bavure? Ils prennent la population pour des idiots. On nous ramène vers les 70 où il n'y a pas d'Internet, les gens ne peuvent pas consulter les journaux internationaux. Dans les années 70 et 80, nous avions d'excellents journalistes en Algérie. Mais comme le dit mon frère Saïd Benzdira, Zeriba. Et donc, on a affaire, et vous l'avez dit tout à l'heure, Salim, que ce soit la PS ou d'autres, c'est piloté à partir de la présidence de la République et en l'occurrence par M. Kamel Sidi Saïd. Ce sont des gens qui ne connaissent, non seulement qui ne connaissent rien aux médias, qui ne connaissent pas l'efficacité que peut avoir un média, et donc c'est piloté par quelqu'un qui n'y connaît absolument rien. On cache beaucoup d'informations au président Tebboune, ce qui ne retire pas sa responsabilité. C'est le chef de l'État, il est obligé de tout savoir. Mais en tout cas, en plus,
on arrive à sortir des mensonges en Algérie absolument incroyables. Et vous l'avez dit, Salim, il suffit de taper sur Google pour retrouver les vérités aux contre-vérités qui sont les leurs. Et donc, nous sommes dans une gestion. J'ai du mal à qualifier, en fait, j'ai énormément de mal à qualifier la qualité des médias algériens. Je ne parlerai jamais des journalistes, parce que les journalistes ne peuvent pas dire ce qu'ils veulent, ils nourrissent leur famille de leur travail. Je ne porterai jamais préjudice aux journalistes. D'ailleurs, pourquoi est-ce que je ne suis jamais invité sur les télévisions algériennes et encore moins en direct? Parce que j'ai une parole libre et qu'ils auraient peur de trouver leur travail. Voilà pourquoi on ne m'invite jamais et que je ne passe que sur El Maghrebia et d'autres chaînes. Donc, la question des médias, donner une information qui n'a aucun sens, c'est une spécialité algérienne. Des grossièretés. Dire qu'il y a eu des articles, comme vous l'avez dit, dans des journaux américains, alors qu'il n'y a pas, c'est quand même assez incroyable. Et donc, je dis au président de la République, vous n'êtes pas censé tout savoir, mais vous êtes obligé de tout savoir. Et donc, c'est votre responsabilité qui est engagée à tout point de vue. Vous avez entendu ce reportage de l'UNTV. Est-ce que l'Internet, quiconque peut consulter ces journaux, comment c'est aberrant d'arriver à cette médiocrité? Je voudrais revenir quand même vite fait vers notre frère Djamel, que malgré, c'est vrai qu'on ne peut pas, maintenant on peut plus dire s'il y a une démocratie ou une dictature à travers le monde entier, que ce soit comme il a cité les exemples de l'Amérique, etc., et de la France aussi. Mais notre dictature en Algérie, c'est une dictature qui ne rougit pas, Sahbi, chers frères. C'est une dictature qui ne recule pas devant un danger qu'il ne calcule pas. Il ne calcule pas les conséquences du danger. Où est-ce que ça va atterrir? Où est-ce que le peuple va atterrir? Donc, aujourd'hui, on va parler de la presse, comme tu viens de dire. Il n'y a jamais eu la liberté de presse, comme il vient de le dire aussi, Djamel en 1980, etc. Nous, on a vécu 80 là-bas. À cette époque, il était jeune. Il était, je sais pas moi, adolescent peut-être. Même moi aussi, j'étais adolescent les années 80. Mais on n'a jamais vu la presse algérienne parler du massacre qui s'est passé en les années 80. Donc, il n'y a jamais eu une liberté de presse jusqu'à aujourd'hui en Algérie. Mais ne nous compare pas à la France ou à l'Amérique. Leurs médias, en général, ils sont libres. Ils parlent, ils disent la réalité de ce qui se passe à l'intérieur du pays. Mais par contre, nous, notre média, il a carrément divorcé avec le peuple. Il a divorcé avec le peuple. Il n'est pas avec le peuple, il ne raconte pas la vérité au peuple, il n'est pas transparent. Je ne le condamne pas. Je ne condamne pas les journalistes ou quoi que ce soit. Je condamne le pouvoir qui a confisqué, le pouvoir qui a colonisé ce média qui l'a rendu un média mensonge. Ça veut dire tout passe par eux, tout est censuré. Donc aujourd'hui, on va revenir au projet du fer. Le fer, bien sûr, le projet, il existe. Par contre, ils ont parlé de l'Amérique, etc. Les journaux américains, ils n'ont jamais parlé de ce projet. Donc il y a déjà des fake news là-dessus. Donc, comme je viens de le dire, donc la presse, les mensonges, ils sont politiquement calculés. Comment ils sont politiquement calculés? On ne sait pas. Est-ce que c'est une provocation par rapport à la France, d'une manière depuis qu'ils ont reconnu le Sahara occidental, ou bien ils veulent se comparer à certains pays qui travaillent un petit peu leur extraction de fer, ou je ne sais pas, comme on prend l'exemple de l'Australie, je crois, l'Australie, le Maroc aussi. Attention, il y a aussi le Maroc. Est-ce qu'il veut se comparer par rapport à ça ou par rapport à l'avancement Bon, on va pas épiloguer là-dessus parce qu'encore ça va créer des polémiques, etc. Mais tout simplement, je veux dire que le média algérien ne dit pas la vérité parce que il est confisqué, il est colonisé, il est enterré par ce pouvoir. Le pouvoir, on n'aime pas qu'on touche son calendrier. C'est point.
Très bien. Monsieur Gussoum, je reviens à vous, parce que comme tout le monde critique, tout le monde dit son avis, mais personne n'a le droit de douter de l'intégrité ou du nationalisme de l'autre. C'est ça. On est entre frères, entre Algériens, on fait un débat. C'est pour ça que ma question est suivante. On peut critiquer. Vous pouvez être d'accord avec quelques pratiques du pouvoir, mais nous, on pense maintenant à la question sur le futur du pays. Tu as entendu Monsieur Tamim Yazid, c'est les conséquences de cette pratique, les conséquences de cette gestion. On ne parle pas que d'aujourd'hui, on parle de demain, on parle du futur de notre pays. Est-ce que Monsieur Gussoum, vous avez peur que cette gestion nous ramène vers une Algérie qui, c'est pas, on va aller directement contre un mur? Et si c'est le cas, est-ce que se taire ou critiquer à demi-mot, ça ne suffit pas, surtout avec ce moment difficile où l'Algérie vraiment elle passe des moments un petit peu quand même avec cette médiocrité, avec cette gestion sans vision. On a le droit d'avoir peur pour notre Algérie. Et nous avons tous peur pour notre pays. Pour autant, moi, ce que je regrette vivement sur, non pas simplement le plateau d'aujourd'hui, mais les plateaux que je connais sur le Maghrébia depuis 4 ans que j'y interviens, quand je dis je regrette, j'ai justement le plaisir d'y participer pour y amener je dirais, une volumétrie ou un son différent. C'est que entre la critique pour faire avancer les choses et être extrémiste, ce que moi j'appelle un binariste, un binaire, une personne binaire, c'est une personne qui ne voit que le côté noir. Et moi, depuis 4 ans, et c'est la raison pour laquelle j'ai toujours plaisir à intervenir le plus possible sur votre chaîne. Et le plaisir, vraiment le plaisir de partager, M. Gussoum. Oui, et l'idée, en plus, vous êtes considéré comme une chaîne contre l'État algérien. Moi, j'ai invité beaucoup d'amis à intervenir sur votre chaîne et personne n'a le courage de le faire. Je ne vais pas les nommer ici, mais personne n'a le courage de le faire. Moi, j'ai le double et j'ai aussi cette mission que d'apporter une coloration différente. Moi, ce qui me pose problème fondamentalement, dans les invités d'aujourd'hui, d'ailleurs, moi, M. Tamim, que je rencontre aujourd'hui pour la seconde fois, mais M. Azouaou, j'ai l'habitude, hein, on se connaît un petit peu. Et l'ensemble des invités, c'est que je n'ai jamais, je peux vous assurer, en 4 ans d'intervention sur le Maghrébia, je n'ai jamais entendu une personne dite analyste politique ou militant politique dire une chose de bien. C'est-à-dire que c'est toujours le côté noir. Mais en Algérie, il n'y a pas que des côtés noirs. Il y a des côtés noirs, moi je le dis, sans aucun problème. Et il y a des côtés aussi plaisants et que l'on peut... La critique, elle est utile lorsqu'elle permet de faire évoluer des choses. Mais on ne peut pas entendre du matin au soir et du soir au matin que des choses négatives sur l'Algérie. Et c'est là où la question de la critique, elle est saine, intiqad al-banna, comme on dit. Mais quand j'entends du matin au soir, du soir au matin, que ça va pas, dictature, régime, ça va pas, il y a un moment donné où la chose devient moins sérieuse, c'est-à-dire qu'on tend moins l'oreille. Moi, je suis autant critique à l'égard du pouvoir algérien, et pourtant, je suis très bien accueilli en Algérie, et je ne dis pas des choses faciles. Et vous en êtes, Salim, et tous vos collègues, la preuve évidente que depuis 4 ans, et particulièrement depuis 3 ans, je dis des choses qui sont extrêmement gênantes et que même ma mère me dit « arrête de parler comme ça ». Je le fais, mais de l'autre côté, du côté de la frontière, du côté de l'Algérie, on comprend bien que je dis ce qui va et je dis ce qui ne va pas. Et donc, j'essaye d'être équilibré. Donc, la critique, elle est bonne quand elle est équilibré. Le fait de toujours être le chat noir, l'Algérie, c'est toujours... Je n'entendrai pas aujourd'hui, sur votre plateau, comme depuis 4 ans, une chose de bien. L'Algérie, il y a quand même des choses de bien. Ça n'est pas l'enfer. Donc, il y a des centaines et des centaines de binationaux que je connais. Moi, ça fait 58 ans que je suis en France, qui rentrent en Algérie, qui s'installent en Algérie. S'ils vous écoutaient, ils ne seraient jamais rentrés. Et pourtant, ils rentrent et ils vivent à Alger, à Oran et d'autres villes. C'est là où la question de la critique pour faire évoluer les processus de l'intérieur me pose problème. C'est-à-dire, et pour en terminer là, une critique, des critiques qui n'ont que pour objet que de mettre en avant que le côté noir est complètement, de fait, inutile. C'est inutile. Quand on sait ce qui va être dit, on se dit ça ne va pas faire avancer le public. Très bien. Monsieur Azouaou Chemourouk, je vous pose la même question. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a une critique positive, une critique qui peut
ramener vers une solution. C'est pas critiquer pour critiquer. Peut-être il y aura beaucoup d'Algériens comme Gussoum qui ont peut-être la même pensée. On ne vous entend pas. Pardon, j'avais désactivé mon microphone. Juste je réponds sur la première question de tout à l'heure que vous lui avez posée à notre concitoyen Jamal. Ce qu'il a utilisé, parce que vous lui avez posé la question sur est-ce que l'Algérie c'est une dictature ou pas. Donc il vous a répondu ce qu'on appelle en rhétorique, c'est-à-dire pour éviter la question en réalité, pour éviter de répondre à une question, on appelle en rhétorique la fausse analogie. C'est-à-dire qu'il a utilisé un contre-exemple qui n'a rien à voir. Il peut y avoir justement des similitudes sur certains points, mais c'est-à-dire que quand on dit qu'une pomme est rouge, une fraise est rouge, elles ont toutes les deux la même couleur, mais elles ne sont pas le même fruit. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle la fausse analogie. Donc en fait, on vous rappelle toujours que pour un peu cacher le fond du sujet, c'est-à-dire que est-ce que l'Algérie c'est une dictature ou pas, on vous ramène la France, on vous ramène les États-Unis, c'est-à-dire qu'entre guillemets des démocraties imparfaites. Et ça peut pas passer, ça peut pas durer parce que le peuple algérien n'est pas dupe. On n'est pas dupe pour nous faire passer ces mensonges et c'est-à-dire ces évitements de répondre au fond du sujet, c'est-à-dire que l'Algérie est une dictature. L'Algérie, oui, est une dictature, notamment sous l'ère de Tebboune. Est une dictature. Il faut l'assumer, il faut le dire. Donc il ne faut pas y aller c'est très clair, c'est très clair. Ce point il est très clair. On passe à parce qu'on ne reste que 2 minutes. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que M. Gussoum vient de dire, comme quoi il faut critiquer, mais il faut critiquer intelligemment, il faut critiquer pour ramener des solutions. Vous savez, c'est que c'est toujours, c'est-à-dire que on revient toujours à la rhétorique, c'est-à-dire qu'ils trouvent toujours des mécanismes ou des dispositifs pour un peu éviter les questions. Vous savez, l'Algérie est belle, hein. Moi je le dis et je le dis. Mais ce qu'on remet en question en réalité, c'est-à-dire c'est ce pouvoir qui s'est accaparé cette beauté de l'Algérie. C'est ce pouvoir qui a fait de l'Algérie, la belle Algérie, une noirceur. Donc nous, on ne voit pas le côté mauvais ou côté noir de l'Algérie, bien au contraire en plus. Moi, si je suis là, je ne suis pas là pour voir ce qui marche, parce que ce pouvoir-là, il est censé faire marcher l'Algérie, il est censé justement faire son travail. Donc je ne suis pas là pour lui dire oui, tu as bien fait, non, tu es là justement plus, il est illégitime. C'est ça ce qu'on remet en question en réalité, en cause. C'est-à-dire même s'il fait bien, il n'a pas le droit de le faire parce qu'il est illégitime. Et en plus, s'il le fait, c'est son travail. Donc il est là, ils sont là pour faire. C'est comme si, c'est-à-dire l'opposition, elle va venir, c'est-à-dire remercier le gouvernement d'avoir fait son travail. Non, je le remercie pas. Il fait son travail, il est payé pour ça, il est élu entre guillemets pour ça. Donc moi, en tant que militant politique ou en tant qu'opposition, en plus en Algérie, c'est pas une opposition, c'est une résistance. Sous la dictature, on peut pas appeler une opposition, on peut l'appeler résistance. Donc moi, si je suis là, c'est justement de soulever ce qui ne va pas. Voilà. Après, pour l'amour de l'Algérie, bien évidemment. Et moi, aujourd'hui, parce que avant, je disais que on n'a pas le droit c'est-à-dire de remettre en question le nationalisme ou le patriotisme, pardon, le patriotisme de certains. Mais aujourd'hui, celui du pouvoir algérien, ceux qui ont le pouvoir, je le remets en question et on cause leur patriotisme. Ce n'est pas normal. Oui, évidemment, je ne peux pas remettre en question le patriotisme de Jamal Gussoum parce que lui, il n'est pas au pouvoir. Il n'a pas le pouvoir de décider pour le bien de la nation. Mais aujourd'hui, le Tebboune et Chinguiriham, je remets en question leur patriotisme parce que ce n'est pas normal. Ce qu'ils sont en train de faire, ça va au détriment de la nation algérienne et ça accélère la dislocation de l'Algérie, même existentiellement. Donc, les gens qui font ça, pour moi, leur nationalisme ou leur patriotisme est à remettre en question. Très bien, c'est très clair. Tamim Yazid, peut-être 30 secondes. En un seul mot, tout ce que ce pouvoir, je reprends globalement et en même temps un petit peu de ce qu'il avait dit positivement Jamal, moi je vais dire en un seul mot
que ce pouvoir, il a beau faire tout ce qu'il veut. C'est un pouvoir de mystification. C'est un pouvoir, il a déjà mal fait. Ils ont mal fait depuis 70 jusqu'à aujourd'hui. Donc, automatiquement, comme il a dit, on ne va pas lui applaudir parce qu'il a fait des choses bien, qu'il est illégitime. Ça veut dire que nous, on est là à lui faire des reproches de ce qui est mal fait. Et en même temps, on n'a pas besoin de l'éduquer parce que le Hirak l'a bien éduqué. Le Hirak s'est mis dehors pour l'éduquer. Et il ne veut pas être éduqué et il fait des arrestations jusqu'au jour d'aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des arrestations arbitraires. Très bien. Malèche, Jamal Gsoum, peut-être vous n'avez pas assez de temps puisque vous nous avez rejoint en deuxième partie. Je vous laisse le dernier mot en 30 secondes. Oui, alors le dernier mot, il n'y a pas d'amour sans preuve d'amour. Donc on peut aimer l'Algérie et ne rien faire pour qu'il soit constructive. Et pour dernier mot, je sais que il ne faut pas l'en prendre en provocation et à la limite prenez-le comme vous voulez, mais en tout cas dans la situation aujourd'hui, Daoula Askari ou Medalia. C'est pas, j'aimerais pas finir avec ça, hein, mais bon. Je te laisse le dernier mot. Je m'excuse, monsieur Gsoum, mais ce mot-là, franchement, je vous donne 20 secondes. Juste voilà. Rien à dire. Bon, après, je comprends parce qu'il doit rentrer en Algérie, donc il doit assurer ses arrières. Je le comprends, mais il doit faire attention parce que ce pouvoir est ingrat. Je vous le dis. Après, quand on appelle, nous, juste quand on dit Medania Machi Askaria, ça ne veut pas dire que l'armée, on doit effacer l'armée. Bien au contraire, on doit la protéger justement des bassesses de la politique. C'est notre armée. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Gsoum Jamal. Merci beaucoup de votre participation dans le CRTC français. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur nos plateaux. مسا زواج مروك يعطيك الصحة دمغنا سي فرنسا بيان سور مس تميم يزيد دمغنا سي زرفن بومدان سي فرنسا كنا دانت مترك نشكراطاس قيم لنا ربي والسلام عليكم.